Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Avant de commencer l'émission, je tiens à partager avec vous mes pensées et mon amour vers la famille et les amis de Jeff du podcast Plopcorn qui nous a quittés il y a quelques jours seulement. Jeff, c'était une voix du podcast que j'entendais très souvent et que j'entends encore aujourd'hui dans ma tête. Si je ferme les yeux, j'entends totalement sa voix et ce type était une encyclopédie du cinéma. C'était assez jouissif de l'écouter. Donc voilà, toutes mes condoléances à sa famille. Tout mon amour ici chez Galaxy Pop, ça nous a fait un coup très dur au moral. Star Trek pour les nuls. On va commencer cette émission de Star Trek pour les nuls. Ce soir, on va vous parler d'un comic book qui s'appelle Star Trek Voyager Seven's Reckoning. Et pour en parler avec moi, salut Margot, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va plutôt bien. Voilà, je suis un peu épuisé, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Et vous ? Ça va très très bien. Alors Guillaume, toi ce soir, apparemment tu vas être officier de Comic Relief. Oula, il y a rien qui sort. Bah écoute, vous allez parler d'un comics, moi je vais faire le comic, qu'est-ce que tu veux ? Waouh. Ouais, alors là déjà, on n'est même pas sur du niveau François Pérusse, faut se le dire. On est pas mal. Très bas, et il faut être franc aussi avec les spectateurs, enfin les auditeurs qui nous écoutent. On en est à la deuxième prise. Voilà. Oui, bon. On a répété avant quand même. Et voilà. Mais tu sais, en plus, si cette émission était scriptée, on dirait qu'elle est bookée. Et donc, est-ce que le comic est booké ? Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Mais là, t'es en train de me Bonsoir le chat. Salut Papa Chat. Ce soir, pour le moment, tu es tout seul. Mais nul doute que personne d'autre ne viendra parce que c'est une émission comics et ce sont les émissions les moins écoutées. Donc, bienvenue sur le chat, papa. Et à de suite. Donc, Margot et Guillaume d'ailleurs, avant de commencer à parler de ce comic book, a été publié. Alors, en France, les livres sortent le jeudi, donc ça doit être probablement jeudi dernier, est sorti en version française, donc la traduction française de l'autobiographie Jean-Luc Picard. Vous en avez entendu parler, ça vous intéresse ? J'ai vu passer l'info, mais je savais pas du tout qu'elle était en français, je t'avoue. Alors je l'ai vu aussi ce matin, je crois, peut-être sur Twitter ou autre chose. J'ai vu passer ça et au début j'avais pas remarqué que c'était en français. C'est en voyant la typo du titre que je me suis rendu compte que ça ressemblait pas du tout au typo des versions anglaises. Et c'est là que je me suis dit attends une seconde, mais c'est en français. Et alors c'est Inis Édition qui fait ça. Nul doute, normalement j'ai vu Guigui de Gentil en parler. Ils ont fait un jeu concours pour faire gagner une édition. C'est très sympa ça sur Twitter. Et je pense que l'autre émission de Star Trek en parlera bientôt. Voilà, parce que en fait c'est toute une collection. Moi j'avais vu l'autobiographie de Janeway, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi celle de Kirk apparemment. Oui, celle de Spock également. Oui, et celle de Spock qui avait été repoussée pendant genre 2 ans à cause du Covid justement et qui, il me semble, est sortie il y a pas très très longtemps. Oui. Que j'attendais avec grosse impatience mais que j'ai pas encore acheté. J'ai celle de Kirk par contre que j'ai lue et qui était très très bien, franchement, j'avais beaucoup aimé la lire. Et j'ai eu celle de Janeway en Noël dernier en fait, donc pas celui qui vient de passer, celui d'avant, et je n'ai pas encore pris le temps de la lire et il faudrait que je la lise parce que ça avait l'air vraiment sympa. Par contre, je n'ai pas celle de Picard parce que Picard n'est pas forcément mon capitaine préféré, donc j'y avais pas songé et ça me frustre et me surprend d'autant plus qu'on ait la traduction
pour l'autobiographie de Picard, mais pas celle pour les 3 autres, quoi. Et je trouve ça assez dommage. Et oui, non, mais attends, c'est un démarrage. Inis, Oui. déjà, moi, je trouve ça assez surprenant d'avoir une version française. Bravo à Inis d'avoir fait ça. Et je pense que c'est un coup d'essai pour voir si ça prend. Ils feront le reste. Mais je suis assez surpris qu'ils aient choisi Picard et non pas justement, comme tu le disais, soit Kirk, soit Spock, qui sont d'habitude plus reconnus en France. Et c'est assez ça cool. Ça dépend parce que Picard reste quand même un des capitaines emblématiques de la série. Quand on pense capitaine emblématique, on pense soit Picard, soit Kirk. Donc voilà. Il est français surtout, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont commencé par celle-là. Ouais, mais je pense que les gens qui ne sont pas fans de Star Trek, ouais, mais d'un côté, est-ce que quelqu'un qui n'est pas fan de Star Trek va lire ce bouquin? Je ne pense pas. Pas nécessairement, mais après, en effet. le bouquin peut parler, vu qu'on va raconter des choses qui se sont passées à la barre, donc on va faire des références que certaines personnes en France peuvent comprendre plus que certains États-Unis, par exemple. Ouais, moi je sais pas si je pense que je vais l'acheter parce que c'est tellement rare d'avoir des publications françaises de Star Trek, mais bon, c'est pas forcément le genre de lecture vers lesquelles je me serais tourné de base, mais ouais, je pense que je vais le commander à ma libraire. Pour avoir lu l'autobiographie de Kirk, pardon, c'était vraiment très agréable à lire. Donc si Picard est du même calibre, franchement, peut-être que je l'achèterai un jour. Pour l'instant, c'est pas ma priorité parce que j'en ai déjà 2 autres à lire avant, mais vraiment, je sais plus si c'est la même personne qui s'est occupée de tous les volumes. Attendez, je vais vérifier ça. Ok, d'un coup, ça arrête. J'avais regardé, mais je ne me souviens plus. Mais bon, après, moi, déjà, de base, je trouvais étrange de faire des autobiographies et pas des... Mais bon, c'est comme ça. En fait, je suis assez d'accord. Sur le principe, j'ai rien contre les autobiographies. Donc, c'est bien de dire à un auteur, tu vas te mettre dans la peau d'un personnage et tu vas parler à sa place. Alors je viens de regarder, ça a pas l'air d'être le cas. Il y a marqué sur celle de Kirk que c'est Goodman qui a édité. Il y a marqué edited by donc Goodman, et l'autre a été fait par Una Cormack, je crois, c'est de Janeway. Donc je suppose que non, c'est des personnes différentes qui écrivent les différentes biographies. Mais ouais, non, après, en fait, c'est un petit peu dommage que tous les personnages passent par une autobiographie en soi. Bah, c'est pas dans l'esprit de Kirk de faire une autobiographie. Par contre, bon, Picard, il est tellement mégalo que oui. Mais... non, j'exagère. Mais Picard, je sais pas, à la limite, tu vois, ils auraient pu appeler ça les mémoires de Picard. Je trouve que ça aurait pu être fun. Ouais. Voilà. Ouais. Mais pareil, Spock faire une autobiographie, je le vois pas faire une autobiographie non plus. Spock, si quelqu'un le motive assez, lui dit c'est dans l'intérêt général, machin. Oui, voilà, dans cette approche-là. Alors après, moi j'aime bien, enfin, je suis pas contre ce genre de bouquin. En vrai, il m'intéresse bien. Et Margot, tu viens de me dire que tu avais l'autobiographie de Kirk, je savais même pas. Oui. On aurait pu la regarder quand je suis chez toi, putain. Après, vu qu'elle est tout en anglais, elle m'a quand même pris un certain temps à lire, donc elle est très bien, mais je l'ai senti passer quand même. Donc voilà. Ouais, mais après, en fait, ce que je veux dire, voilà, je sais pas comment est l'intérieur du bouquin, mais j'aime bien ce genre de bouquin qui fait comme si l'univers existait en fait. Si t'achètes un livre, c'est comme si t'achetais un livre d'histoire de la timeline en fait, tu vois. C'est totalement ça en fait. Vraiment, voilà, c'est vraiment totalement le sentiment que tu as quand tu le lis. Ben justement, c'est comme le 150 ans de la Fédération que je t'avais amené, qu'on n'a pas eu le temps non plus de regarder, qui est un livre que je recommande aussi, qui est un petit peu dans la même veine, qui fait toute l'histoire des 150 premières années de la Fédération, plus l'avant Fédération, donc tout le premier contact et tout ça. Et quand on l'ouvre, c'est vraiment un livre d'histoire fait à l'intérieur de l'univers, quoi. C'est à part le fait qu'il y ait marqué Star Trek au-dessus les 150 premières années de la Fédération, on l'ouvre, on est dans l'univers. Il y a aucune trace comme quoi c'est un univers fictif, quoi. C'est comme si on y était. Et en vrai, le livre est super intéressant. Il y a plein de trucs. Si les autobiographies des personnages sont du même calibre, moi, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour le feuilleter, parce que surtout, je pourrais pas le lire. Alors, c'est vraiment au niveau de la forme, ça ressemble vraiment juste à un roman. C'est méchant, en fait, c'est très classique. Ça se veut pas comme genre, je veux dire, ils essaient de produire un effet de journal ou une écriture spéciale ou quoi que ce soit. Ouais, il y a pas d'image non plus, quoi. Non, c'est des choses qui sont. Alors si je me rappelle bien, au centre du bouquin, tu as quelques images en comment ça s'appelle, en papier glacé ou en papier mat et tout ça, mais c'est à peu près tout. T'as des photos des personnages
des personnages représentés en plus jeunes. T'as peut-être quelques photos d'archives ou des choses comme ça, mais c'est à peu près tout. Ça tient sur 4-5 pages, quoi. C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'on parle de l'autobiographie de Kirk, Papa Chat pose une question. Comment on justifie une autobiographie de Kirk vu qu'il a disparu dans le Nexus pour revenir puis mourir après plus d'un siècle Alors, plus tard. techniquement, c'est un spoil. Je sais pas si je peux en parler parce que c'est techniquement un spoil de la fin du bouquin, mais... Ah, donc voilà, ça prend en compte le retour de Kirk dans les bouquins. Il y a effectivement quelque chose à la fin de la biographie qui te fait comprendre que oui, on sait que Kirk est dans le Nexus et tout. Donc, en fait, toute la partie qui a été écrite par Kirk a certainement été écrite avant ce fameux passage dans le Nexus. Et il y a un petit mot de la fin, on va dire, qui est attribué à un autre personnage, donc qui n'a pas été écrit par Kirk. Et c'est vraiment... D'accord. On m'a fait un peu un pincement au cœur de lire ça, et franchement, c'est vraiment... c'est vraiment très très bien. Ah, mais du coup, ça ne prend comme canonique que les livres, que les films. Ça prend pas l'arc des Vengeurs quand Kirk revient plus tard. L'arc des Vengeurs. Apparemment, dans les bouquins, j'ai pas lu, hein, mais dans les bouquins, après sa mort supposée dans Génération, il revient plus tard encore. Oui, alors non, pour avoir lu les romans, non, ça n'y fait pas référence, il me semble. Okay. Après, le problème c'est que il y a beaucoup de il y a beaucoup de romans qui se contredisent. Je veux dire, on prend l'autobiographie de Kirk, mais à côté il y a aussi Shatner qui a écrit le Shatnerverse avec Collision Course qui raconte la rencontre de Spock et de Spock et Kirk par exemple, et qui n'a rien à voir avec ce qui est décrit dans la biographie. Pareil, j'avais lu un autre roman où on parle de la rencontre entre McCoy, Spock et Kirk, qui elle aussi est totalement différente. Enfin, en fait, il y a autant d'itérations de l'histoire des personnages qu'il y a de romans au final. Donc, on peut pas vraiment déterminer ce qui est canon ou non si on sort de l'espace des films, quoi. Il y a certains mystères qu'il ne vaut mieux pas révéler. Il est des choses qu'il ne vaut mieux ignorer. En fait, on peut limite considérer que les romans sont un univers alternatif, quoi. Donc, t'es en train de me dire qu'il y a des Avengers dans Star Trek, en fait. Ouais. Waouh. Non, mais je demande, parce que, il dit, Kirk revient en tant que, dans l'arc des Vengeurs. Mais il me semble qu'il y a un bouquin qui s'appelle Les Vengeurs. Voilà, Après, t'as l'explication aussi. Je dis, regarde, Kirk, il était dans le Nexus. Il a eu tout le temps et tout le matos pour faire son bouquin. Quand il est revenu avec Picard, il avait des caisses avec lui, tu vois. Oui, exactement. Je suis en train de checker mes romans derrière pour essayer de me souvenir le nom du bouquin en question où Kirk revient effectivement. Bon, c'est pas bien important. Ouais, mais je pense que je n'en ai pas en fait. Je crois que je n'en ai pas. Donc ouais, ça explique tout. Donc ce soir, on va parler d'un comic book qui s'appelle Seven's Reckoning, mais pour les personnes qui nous écoutent au format podcast, à savoir, vous allez entendre dans quelques secondes une capsule audio que m'a envoyé Dragor. Alors il me l'a envoyé juste avant l'émission, donc je ne sais pas son contenu et je ne peux pas la diffuser pour les personnes qui nous écoutent en direct parce que je n'ai plus les mêmes logiciels en fait qui fonctionnent qu'avant quand je pouvais diffuser les capsules en direct. Là, c'est simplement pas possible pour le moment. Donc, on va pas écouter cette capsule, mais vous allez écouter cette capsule et malheureusement, je ne pourrai pas rebondir dessus. Mais bon, c'est Dragor qui l'a dit, donc c'est forcément à la fois intéressant, vrai et bien. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors initialement je comptais participer à l'émission, mais en fait j'avais oublié que j'étais déjà pris à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait cette petite capsule pour parler rapidement de ce comics, donc Seven's Reckoning. J'ai pas énormément de choses à dire dessus, je pense. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien accroché au style de dessin. Voilà, les ombrages avec les hachures qui donnent un côté assez brut au style, et puis en même temps il y a le Rhonda Pattinson, la coloriste qui rajoute ses dégradés par-dessus, notamment sur la lumière. Et je trouve que le mélange marche bien, c'est assez sympa, ça rend bien. Voilà, il y a des images assez jolies, assez marquantes, comme quand il découvre les premiers les cadavres de l'espèce. Là par exemple, ça donne un côté un peu horrifique qui marche bien, quoi. Voilà, j'aime bien la double page au début de chaque numéro, où on voit le Voyager à chaque fois, puis au fur et à mesure, sur les deux premiers tomes, c'est juste le Voyager qu'on voit qui toujours dans un mouvement très rapide, et puis à partir du deuxième,
il y a des corbeaux qui apparaissent, et sur le 4e, c'est rempli de corbeaux. J'ai du mal à voir le rapport avec l'histoire, mais je trouve que ça rend bien. C'est assez cool, c'est une ref au fait que les parents de Seven voyageaient dans un vaisseau qui s'appelait le Raven. Concernant le peuple qu'ils rencontrent, bon évidemment il y a des soucis avec les directives premières, ça c'est... voilà. L'idée du comics c'est de dire que... Enfin, il se place au moment où Seven est arrivé depuis pas longtemps sur le Voyager, et ce qui est assez bien vu, c'est que les Borg c'est une espèce... est-ce que c'est vraiment une espèce, déjà c'est une question, mais c'est quelque chose d'assez horrible. Dans le collectif, ça efface toute notion d'être, en fait, au niveau des individus. Mais effectivement, du coup, c'est une espèce de... Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Même la reine Borg, c'est pas la chef, c'est juste une espèce de porte-parole du collectif, une émanation, voilà, un nœud du réseau, mais c'est pas elle dirige pas le collectif, en fait, elle est le collectif. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans First Contact, je crois. Je sais pas si elle le dit exactement comme ça, mais il y a cette idée-là. Donc forcément, la notion de hiérarchie, on le voit quand elle arrive sur le Voyager, d'ailleurs, déjà, elle a un peu de mal avec la notion de hiérarchie. Et là, c'est, comment dire, on peut dire que du point de vue des gens qui écrivent Star Trek, la hiérarchie sur le Voyager, c'est une hiérarchie qui est juste. Et là, elle est face à une hiérarchie injuste, donc elle comprend encore moins, et ça la choque forcément beaucoup plus, et je trouve que ça a du sens, du coup, par rapport à son passé de Borg. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien vu. Pour l'espèce, je me demandais s'il allait y avoir un espèce de délire méta sur le fait ils ont un système de croyances qui justifie leur hiérarchie, qui est basé sur la narration. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs méta, ou alors je suis passé à côté. C'est juste, voilà, c'est presque dommage parce que ils mettent ça, mais il y a pas grand chose d'autre derrière, en fait. Ça sert juste à nommer et justifier la hiérarchie, quoi, qu'il y a dans ce peuple. Et c'est tout. Voilà, c'est les inégalités de classe sont liées au rôle que les personnages ont dans l'histoire, ce qu'ils appellent l'histoire étant en fait la vie de ce peuple, quoi. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop si vous voulez aller plus loin que ça, ou si c'était juste voilà, un moyen d'essayer de faire quelque chose d'original, mais sans avoir ni, enfin, comment dire, mais en ayant que ce début d'idée, et sans avoir pu le pousser plus loin, quoi. Mais je sais vraiment pas ce qu'ils auraient pu faire avec ça de toute façon. Mais bon, voilà, ça se lit bien, c'est sympa, c'est joli. Et je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pouvais. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis à plus. Est-ce qu'on doit faire un truc scripté ou à la fin on dit oh waouh c'est trop génial, un truc comme ça? Est-ce qu'on fait ça ou pas? Allez, tout le monde applaudit, s'il vous plaît. Bravo. Alors, Bravo, d'accord. je peux difficilement applaudir parce que je suis en push to talk, donc voilà. Moi aussi, avec la main gauche. Tu vois. On doit avoir bientôt quand même. Donc, ce soir, on va parler de Star Trek Voyager Seven's Reckoning, un comic book publié chez IDW, très mal publié, très mal collé, très mal truc. Si vous êtes sur le Discord de Star Trek pour les nuls, j'ai mis quelques photos, et là, rien qu'en tenant le livre, j'ai tout un bloc. Je vais mettre une photo dès que je peux. J'ai tout un bloc de la moitié du bouquin qui s'est effondré, qui est tombé, qui s'est décollé. C'est pas la première fois que ça arrive chez IDW, et ça m'agace sérieusement. Ah, donc tu l'as acheté en français, donc, c'est ça? Tu l'as... Non, c'est pas traduit, non. ça. Non, c'est acheté En import. En import, ouais. D'accord. Et ou en comic shop, hein. Mais voilà, je vous envoie la photo de suite. Donc, il s'agit d'un comic book écrit par Dave Baker, donc une mini-série en 4 ou 6, je sais plus. 4 ou 6, 4 numéros, écrite par Dave Baker, que je ne connais pas du tout, et dessiné par Anrel Hernandez. Alors Anrel Hernandez, si vous écoutiez les émissions de Star Trek pour les nuls avant première mouture, vous avez entendu ce nom souvent parce qu'il est très très souvent sur du Star Trek chez IDW. Il a fait beaucoup
beaucoup de couvertures, notamment, on en avait parlé il avait travaillé sur Q-Conflict, on en avait parlé il y a quelques années, et d'autres trucs. Il me semble qu'il a travaillé sur les comic books de la KTL aussi, sur la série Ongoing. Quand j'ai vu le style, je me suis dit que ça me parlait vraiment beaucoup, peut-être dans Bold Lego. Et je me suis même pas demandé s'il n'était pas sorti dans Year 5, enfin s'il n'avait pas travaillé pour Year 5 aussi. Ouais, c'est très possible. Donc André Hernandez, on connaît. Les couleurs, sont de Randa Pattison. Je crois que c'est la première fois que je vois ce nom. Et le lettrage par Neil Vietek. Pareil, je ne connais pas. Seven's Reckoning, Margot, est-ce que tu veux nous résumer en quelques phrases l'histoire? Oula. Je vais tenter, très bien. Et si jamais je me perds, je demanderai peut-être ton aide, Rémi. Oui, non, mais vraiment rapidement, en quelques mots. D'accord. Alors, ça se passe donc peu après que Seven ait intégré le Voyager, donc peu après l'épisode sur le vaisseau Raven, il me semble. Et donc le vaisseau Voyager croise un autre vaisseau qui est à la dérive et il découvre à bord un équipage qui est en cryo-sommeil. Et ils font donc en sorte de les réveiller pour les aider, car apparemment leur distorsion a un problème apparemment. Et donc Seven va participer aux réparations parmi les travailleurs, donc qui s'appellent les Vesh. Donc la civilisation dont on parle, c'est les Ordinadar, je crois. Et oui, un nom très surprenant. Voilà, qui est composé de plusieurs sous-catégories en fait. Donc on a les Vesh et on a les Khazars, je crois, il me semble. Donc les Khazars, c'est plutôt ceux qui gouvernent, alors que les Vesh, c'est plutôt la main d'œuvre, les gens un peu moins importants, on va dire. Vesh, ça me dit quelque chose. Voilà, donc Seven va travailler avec les Vesh et elle va se rendre compte qu'en fait, les Vesh sont totalement, exploités par les Khazars pour certaines raisons, et que ce peuple gravite beaucoup autour d'un idéal autour des histoires en fait. C'est-à-dire que il y a des légendes dans cette culture qui apparemment se répètent, car les histoires c'est vraiment très très important chez eux. Et ils ont aussi une figure un peu mythique qui est amenée normalement à revenir et l'histoire à se répéter, etc. Voilà. Ouais. J'ai pris comme tu disais avant qu'on enregistre, moi aussi j'ai pris des notes, et en fait mes notes elles font une page parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire sur ce comic book. Non, c'est vrai. Et c'est assez surprenant pour ma part parce que lorsque IDW a annoncé qu'il faisait ce bouquin, ils ont pollué les réseaux sociaux. C'était à l'époque de Picard, la série, et donc Seven était en tête de proue de Picard, hein. Et ils en ont placardé partout sur tous les réseaux sociaux, sur leur site internet. C'était incroyable. Je me suis dit, ils vont faire un minimum d'efforts, hein. C'était au point que il y avait un peu avant ça, il y avait une annonce de IDW toujours qui avait dit que ils préparaient un comic book sur l'univers miroir de Voyager. Intéressant. Mais il est sorti celui-là, non? Et comment ça, il est sorti? Mais je sais pas, il me semblait qu'à un moment donné, je me souviens, je suis avoir vu passer une couverture ou deux. Voilà, on a eu des couvertures. D'accord. C'est tout. Et après, plus aucune nouvelle. Et par contre, ça a été vampirisé par Seven's Reckoning. Donc, à moins que je me trompe sévèrement, mais j'ai encore été sur le site de IDW. Il n'y a plus aucune news à ce propos, même pas un titre, rien du tout. Donc, je pense qu'ils ont dû se dire, attendez, avec Picard saison 1 qui est là, on va saison 1 ou saison 2, je sais plus. On va jouer le jeu. Et donc, je me demande si c'est pas pour ça qu'on n'a pas grand chose à dire, parce que l'histoire, elle est pas faux folle. Effectivement, c'est somme toute basique. Il y a des bons points, mais personnellement, ce que j'en ai surtout retiré, c'est que l'histoire est agréable à lire en soi, mais elle est assez peu originale. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont rushés, en fait, je trouve. Surtout dans les chapitres 2 et 3. Le chapitre 4 était pas mal, mais les chapitres 2 et 3 sont vraiment très, très rushés. Et c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, ça aurait peut-être mérité pour le coup d'être en 6, tu vois, et de prendre son temps, parce que pourquoi est-ce que Seven s'implique à ce point? Pourquoi est-ce que les Ordinadars il y a certaines choses. Pourquoi Janeway ne s'implique pas du tout dans cette histoire? C'est vrai que le reste de l'équipage est complètement absent du comics, pratiquement, à part Tuvok et Janeway qui apparaissent brièvement.
Les autres sont vraiment laissés totalement au second plan. Je crois même pas qu'on voit Tom une seule fois, par exemple, ou Bellana. Il y a vraiment, il y a personne à part ça. Ah oui, tout à fait. Nilix, il apparaît une fois. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. Donc, alors, on fait comme on faisait à l'époque. Je suis mes notes et puis vous réagissez, Margot. Oui, voilà. Moi, déjà, je peux réagir à un truc que vous avez dit. Ah, en tant que comic relief, j'ai le droit. Je sais pas. Non, mais vous dites, ouais, le comics, il aurait dû prendre son temps. Ça aurait été mieux de le faire. Au bout d'un moment, c'est Star Trek. Je suis désolé. Ces dernières années, Star Trek, ils n'arrêtent pas de rusher. À quel moment vous faites les étonner? Pourquoi les comics sont épargnés? Non, mais c'est bien que tu dises ça parce que moi, dans mes notes, j'ai marqué que je suis en train de lire en parallèle toujours Year 5 et Year 5, c'est jamais rushé. C'est vrai. C'est très très bon Year 5. Non, mais c'était un tacle surtout aux séries, notamment. Voilà. Mais non, mais c'était tout à fait légitime et très bien. Mais en l'occurrence, voilà, c'est la comparaison. Ils ne tiennent pas la route, quoi. C'est assez incroyable. Bon, alors on va commencer déjà par un gros mauvais point. Je mets la photo sur le chat. Hop. La couverture du TPB est absolument affreuse, vraiment horrible. Je ne comprends pas. Alors tout le long du comic book, on a des corbeaux, je sais pas quoi, qui remplacent l'espace et les étoiles. Bon, c'est un peu onirique, c'est mignon, c'est joli. Ça arrive 4 fois, donc 4 fois la première page de chaque numéro est la même, sauf que à chaque fois, en fait, les corbeaux remplacent petit à petit l'espace. Et bon, il y a sûrement une parabole. J'ai pas tout compris. Je pense que c'est personnellement, moi, la première chose que j'ai compris avec ça, c'était par rapport aux histoires qui se répètent tout le long. On vous parle d'un cycle, le fait que les histoires se répètent constamment et tout ça. Et j'avais cette impression de répétition justement à chaque début de chapitre. Sauf qu'au final, ils expliquent jamais réellement qu'est-ce que c'est censé représenter, tout ça. Et à un moment, dans le chapitre, on vous dit que c'est parce que Seven fait des cauchemars, en fait, fréquemment. Et je me dis, ça veut dire qu'elle fait le même cauchemar et que tout est remplacé par les corbeaux par rapport au Raven, donc qu'on a vu dans la série, celui qui représente son passé, ses parents, etc. Mais il n'y a jamais de lien qui est fait entre les deux, entre sa situation actuelle et son passé avec ses parents. Et au final, ça fait un peu un coup dans le vide, quoi. C'est vraiment dommage parce que je trouvais l'esthétique et l'idée très cool, mais il n'y a rien qui fait avec, en fait. Juste histoire d'être un petit peu utile pour de vrai dans l'émission, quand Seven joint le Voyager, c'est début saison 4. Enfin, elle apparaît fin saison. Je sais pas si elle apparaît fin saison 3 ou c'est vraiment la mise en place début saison 4. Elle rejoint l'équipage peu de temps après, mais c'est que dans la saison 6 qu'elle retourne sur le Raven. Saison 6, aussi tard? Ah oui. Il se passe au moins 1 an, minimum, avant qu'il retrouve le Raven, parce que le Raven n'est pas du tout à l'endroit où Seven rejoint le Voyager. D'accord. Le Seven, elle rejoint le Voyager en tant que qu'intermédiaire entre l'équipage du Voyager et le collectif Borg pour se débarrasser de l'espèce 8472. Mais c'est en plein territoire Borg et c'est en plein territoire c'est en plein territoire contesté par les Ondines, par l'espèce 8472. Et c'est plus tard qu'ils retrouvent l'épave en fait du Raven et qu'elle a des flashbacks et que le Voyager, je crois, revient la chercher. Il me semble que c'est dans la saison 6. Après Voyager, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Par contre, je suis sûr et certain que c'est pas du tout dans la 4. Il y a un grand écart. Même si dans mon souvenir, c'est très bien mis en place dans Voyager parce que on connaît quasiment déjà l'histoire de Seven. Enfin, on la connaît on dit entre guillemets que comme quoi il y a une famille qui à un moment donné. Mais quand on a le Raven, on a juste la confirmation un petit peu dramatique de ce qui est arrivé à Seven, mais ça n'arrive pas de suite dans la saison 4. Je suis sûr que ça n'arrive pas dans la saison 4. Je pensais pas que c'était saison 5 ou saison 6, mais saison 4, je suis sûr que non. Ok. D'accord. Voilà. Mais moi, j'avais pas du tout fait le lien en fait. Ça veut dire que ce comics arrive très très tardivement quand même. Mais Alors non, ils disent que c'est épisode 6 de la saison 4. What? Et ouais, je me disais bien que ça pouvait pas être aussi tardif dans la série. Non, mais non. Si, je te jure, je suis sur Memory Alpha. D'accord, ok. Bon, c'est pas bien grave. Je vous partage un petit peu là sur le live des photos pour vous montrer à quel point les planches de André Hernandez sont magnifiques. Alors, sur les 5 premières pages, j'ai pas grand chose à dire. Juste, il y a une blague qui m'a fait un petit peu rigoler à un moment lors de l'exploration
du vaisseau des Ordinators que l'on ne savait pas s'appelait les Ordinators. D'ailleurs, au début, on l'explore un peu comme un vaisseau fantôme. Hein. Il y a personne, on découvre des cadavres desséchés et tout. Et c'est plus tard, en fait, ils étaient tous en cryostage, ils étaient un peu cachés. Bon, ça c'est un peu rigolo. Mais bon, bref, blague. Il y a Seven à un moment qui dit, alors. Seven fait partie d'un détachement avec Tuvok et une... Et Wildman. Alors, c'est pas Naomi, ça c'est la fille, c'est la mère. La mère. Ouais. Comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Ouais, bon, une Wildman. meuf du Voyager lambda. Enfin, semi-lambda. Et elle lui dit, vous avez peur, ça n'est pas important. Elle utilise le mot... irrelevant, qu'elle utilise tout le temps dans la série. Et l'autre dit à Tuvok en secret, pas en secret, mais bon, bref, elle lui dit heureusement que c'est pas un médecin parce qu'elle serait nulle au chevet du patient. Et là, Tuvok, qui je rappelle est Vulcain, dit oui, en effet, nous avons de la chance. Et ça, en fait, je pense que c'était, ça m'a fait beaucoup rire parce que je pense que en réalité, il est plus dans le camp de Seven à ce moment-là. Mais bon, bref, ça c'était vraiment juste une petite blague. Bah, c'est marrant parce que juste après, justement, il y a à peu près la même chose qui se fait, mais du côté de Tuvok et Wildman se rendent compte qu'en fait, les deux font totalement l'affaire. Voilà, ils sont faits du même moule, quoi. Alors juste, je veux pas. Le but c'est pas de descendre en flèche, mais la planche que tu nous as montré, que tu nous montres, Rémi, elle est très belle. Je dis pas, mais comme la majeure partie des planches de ce genre de comics, ce sont des reprises d'images réelles venant des séries ou des productions officielles en fait. C'est-à-dire que là, le Voyager, c'est un fond d'écran hyper célèbre du Voyager en fait qui a été redessiné. Ok. Voilà, c'est pas un dessin full original quoi. C'est un je sais pas si je peux dire que c'est un calque parce que je m'y connais pas en dessin, mais la pose du Voyager et l'éclairage du Voyager, c'est repris de quelque chose en fait. D'accord. Ouais. Bah après, c'est forcément possible hein, pour gagner du temps, pour pouvoir mieux travailler sur d'autres planches. Tu vois ça dans les comics. Enfin, moi, je peux parler de ça parce que je les connais mieux, mais dans les comics de la Kelvin Timeline, Oui. la plupart du temps, quand tu vois l'Enterprise, c'est souvent des poses qu'il a certainement dans les films. Pas que l'Enterprise. Non, les personnages aussi. Voilà. Les personnages aussi. Donc, c'est vraiment pour gagner du temps. Après, c'est peut-être aussi le style de. Je sais pas si c'est ça qu'on peut appeler des graphic novels, mais c'est aussi le style qui veut ça. Donc voilà, c'est pas pour descendre. En plus, j'aime beaucoup la nuance de vert qu'il y a derrière le Voyager. Je trouve ça c'est trop stylé. Ouais, c'est très sympa. Non, mais ça empêche pas que c'est beau. Hein, quoi. C'est pas un problème du tout. C'est tout détaillé en plus. Bah personnellement, je trouve que effectivement le côté graphique, c'est vraiment, c'est vraiment le bon point de ce comics-là. C'est vraiment quand je suis arrivée dedans, j'ai reconnu le style en fait, et je me suis dit que c'est typiquement le genre de style que j'aime beaucoup. Donc avec les ombres très noires et tout ça, c'est les hachures et tout ça, je trouve ça vraiment excellent quoi. Et c'est très sketchy en fait, c'est pas ultra raffiné et tout ça, c'est vachement naturel. J'aime beaucoup ce genre de style et c'est dommage que le comics en lui-même soit pas totalement à la hauteur de ça parce que c'est vraiment très beau. Ouais. Donc après on découvre donc le premier questionnement un peu politique du Voyager. On découvre donc les cryotubes des Ordinators. Ce nom, je me dis mais d'où est-ce que ça l'est sorti? Enfin bon bref, des Ordinators. Et on se rend compte que les cryotubes sont placés en cascade en fait, c'est-à-dire que les moins importants auront tendance à se débrancher plutôt que les leaders, donc en espèce de pyramide quoi. Et ça pose un questionnement à tout le monde. Et enfin, moi je comprends pas vraiment ce souci-là. C'était déjà mentionné dans le premier jeu vidéo Mass Effect, mais quelque part en fait, lorsque ces équipes s'endorment, oui, c'est assez malheureux à dire, mais en effet, à la fin, le coiffeur, il est moins important que le leader impérieux. Et enfin, moi, je trouve ça plutôt normal et ça m'agace assez de voir ce genre de réflexion où ils sont là, oui, mais c'est totalement inadmissible, machin. Mais malheureusement, quand t'as pas le choix, je pense que c'est pas de gaieté de cœur que quiconque choisit la cryostase avec un effet de cascade comme ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, Margot, si ça t'a surpris ou pas du tout de lire ça. Ça m'a pas vraiment surprise, mais disons que ça dépend surtout du contexte. Là, on parle d'un contexte où on sait effectivement que
que les Khazars se servent totalement de leur main d'œuvre en fait, et que c'est pas une question de gaieté de cœur ou autre, c'est que comment dire, je ne saurais pas l'expliquer, mais on sait qu'ils le font pas enfin, qu'ils s'inquiètent pas vraiment pour les conséquences, tout ça. Donc c'est une question de contexte effectivement. Mais non, ça m'a pas vraiment surprise, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je trouve ça normal, mais voilà. Ben, ouais, d'accord. Honnêtement, ben, Surtout que là, justement, quel est l'intérêt de laisser mourir ta main d'œuvre? Enfin, je pense que c'est pas logique en fait. Donc c'est pas logique, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix quoi. Je crois pas qu'ils aient réellement expliqué le pourquoi de ce branchement en cascade. En fait, genre dans quel comment dire, dans quelle situation, dans quel cas de figure ce serait débranché en fait. C'est pas les générales. Voilà, parce que là, ils te disent clairement qu'il n'y a plus de distorsion. Je crois qu'il n'y a plus de dilithium non plus. Ils disent qu'il n'y a plus de dilithium, tout ça. Et pourtant, les cryotubes continuent à fonctionner tout à fait normalement et tout. Donc, je comprends pas vraiment dans quel cas de figure ça peut poser problème, on va dire. Mais ouais, c'était juste pour ajouter un point, ce sont des salauds. Bref. Et assez rapidement, en fait, on commence à avoir le trope qu'on a régulièrement avec Seven, c'est que elle ne dit pas, elle ne partage pas avec son commandant. Bon, elle vient de rejoindre le Voyager, certes, mais bon, enfin, ça m'agace un petit peu. Ça, c'est très série. C'est souvent comme ça dans les séries télé. On a un personnage qui ne parle pas. En fait, si Seven avait fait part de suite à son équipage de ses doutes, de ses questionnements, machin, c'est sûr et certain que Janeway, elle aurait aidé, qu'elle aurait trouvé des solutions, qu'elle s'en serait mêlée. Trip, qu'on trouve dans Star Trek Enterprise, il parle tout le temps. Dès qu'il a un questionnement, un point qui le gêne, il va voir Archer et il lui dit ouais, moi je suis pas trop d'accord, je comprends pas, machin. Et il lui dit bon ben ça, bon la directive première existe pas du temps d'Enterprise, mais il lui dit ces personnes fonctionnent comme ça, on peut pas aller autrement, machin, c'est un peu compliqué. Là, Janeway, ces questionnements-là, ces questions, ces discussions viennent très très tard. Et dès le début du comic book, moi je trouve que ça cloche là-dessus. Seven, elle se pose des questions, mais elle n'en parle à personne. Ouais. Elle se gère toute seule et ça m'énerve parce que c'est pas une héroïne. Surtout que c'est assez malvenu, surtout parce que Seven, je veux dire, c'est pas la dernière à poser des questions dans la série. Je veux dire, dès qu'elle voit quelque chose qui lui paraît étrange ou qu'elle ne comprend pas dû à une différence de culture vu qu'elle vient de chez les Borg, pour elle, questionner la chose, c'est la première chose qu'elle fait, que ce soit avec Janeway ou avec le Docteur. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est l'un des persos les plus curieux qui est sur le Voyager. Et justement, là, qu'elle se contente de faire son travail, d'écouter que la main d'œuvre et au final d'avoir un avis très biaisé sur la question jusqu'à très tardivement dans l'histoire, c'est assez étonnant venant d'elle, je trouve. Donc, sans dire qu'elle est out of character, mais c'est pas loin, quoi. Enfin, personnellement, ça m'a assez dérangé de voir ça. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu surprenant. Bah, surtout que, encore une fois, comme on voit très peu le reste de l'équipage du Voyager, on reste très fixé sur Seven et au final, elle n'a d'interaction avec personne en dehors des ordinateurs, quoi. Et, de son pote dont j'ai oublié le nom. On apprend un peu plus tard et ça m'a fait un petit peu rigoler que alors moi j'ai pas noté les noms des factions, les méchants. Les méchants gardent les autres en esclaves. Comment? Les méchants dont tu parles, ceux qui font partie de la haute hiérarchie, c'est les Khazars et la main d'œuvre. Oui, la main d'œuvre, voilà, c'est les Vesh. Voilà, donc les Khazars, comme dans Marvel. Les Khazars gardent les Vesh en esclavage parce que, en fait, quand ils sont à côté d'eux, du coup, les Khazars sont immortels. Alors ça... Alors, c'est pas exactement ça. C'est quand les Vesh sont... comment dire, dans une situation tendue ou qui a une sorte de montée d'adrénaline, entre guillemets, genre par exemple pendant un combat ou quelque chose comme ça, quand il y a de la tension, en fait, quand il y a de la tension chez les Vesh, en fait, effectivement, il y a une espèce de phéromone qui est libérée et qui permet aux Khazars de vivre plus longtemps. Apparemment, ça étend leur durée de vie. Et voilà. Alors,
Moi, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais d'un côté, tu vois, c'est un concept de SF biologique plutôt rigolo, plutôt intéressant. Ça, c'est le genre de pote que je rêverais d'avoir. Après, le truc, c'est que ça rend encore plus illogique le fait qu'il y ait ce fameux système de cascade et tout, et qu'ils soient prêts à sacrifier leur main-d'œuvre, quoi. Parce que tout le long, on te montre qu'ils sont prêts à combattre et à sacrifier des gens et tout ça, mais c'est pas dans leur intérêt, en fait. Après, ils te disent qu'effectivement, ils veulent conserver un statu quo et laisser la situation comme elle est, et c'est pour ça qu'ils répriment la rébellion, tout ça, mais effectivement, c'est pas dans leur intérêt d'avoir ça sur les bras, quoi. Voilà. La corruption n'a pas de limite. Hein. Ouais, mais c'est un peu light en fait. C'est toujours le même problème. Il y a un effet très très cool aussi parce que bon ben voilà, j'ai parlé un peu de points positifs. Il y a un effet très très cool donc avec le fameux côté histoire où chacun veut raconter son histoire. Ils ont tous chez les ordinateurs, ils ont ce point de vue de l'histoire important à raconter. Et à un moment en fait, il y a un mec qui se met à crier nous sommes les protagonistes. We are all protagonists. Et très bien accent pour Rémi. Ah voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit l'effet recherché par l'histoire est super cool. Et c'était assez chouette. C'est vrai que le côté justement toute cette culture basée autour de l'histoire, c'est peut-être l'une des choses qui est elle est peu explorée, mais le peu qu'on t'en dit, ça te donne envie de t'y intéresser. Et personnellement, j'aurais voulu en voir plus. Raison pour laquelle je trouve que le comic c'est un peu court. Mais c'est vrai que toute cette histoire autour du cycle, cette espèce de prédestination à ce que leur sauveur revienne, tout ça, c'était vraiment intéressant, j'ai trouvé. Ouais, tout à fait. Bon, désolé, du coup c'est un peu décousu, mais au final Seven, tant qu'on était j'aurais dû en parler plus tôt, mais dans son out of character, elle ne se remet pas une seule seconde en question en fait. Elle se fait convoquer parce que elle est en train de créer une révolte. Elle se fait convoquer par Janeway. Elle se fait convoquer par la chef ou le chef, j'ai pas compris, des Vesh, pas des Vesh, des Khazars, mais pas une seule seconde. Elle se remet en question et l'épisode suivant, elle commence une révolte. Direct. Alors qu'elle vient de se faire engueuler, on lui dit s'il te plaît arrête, redescends sur terre un peu. Non, on va foutre le feu à tout le monde. C'est un peu la consécration de ce qu'on disait par rapport au fait qu'elle est out of character et que ça rush beaucoup. Alors, sans avoir lu le comic, je vais mettre un avis un petit peu à la fois différent et à la fois dans votre sens, mais pour différentes raisons. Déjà, out of character, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle est vraiment out of character parce que si ça se passe juste après qu'elle ait joint le Voyager, il me semble que dans les premières semaines et premiers mois où elle joint le Voyager, justement, elle ne se remet pas énormément en question puisqu'elle a encore son énorme passif de drone Borg qui va et vient sans poser de questions et sans partager d'informations. Non seulement ça. Donc déjà, le fait qu'elle se remette pas en question, en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Par contre, le fait qu'elle fomente une révolution, là, ça me gêne parce que elle, justement, mieux que personne, surtout vu qu'on est encore très proche de son époque avec les Borg, elle, mieux que personne, sait ce que c'est que d'être un drone au service du collectif sans se poser de questions. Donc, alors, le fait qu'elle remette cette autorité en question, alors c'est peut-être un réveil du personnage, tu vois, mais je sais pas. En fait, justement, il y avait une chose intéressante par rapport au personnage de Seven, même si tout n'est pas toujours cohérent, mais vers le début de l'histoire, elle rejoint en fait la main d'œuvre pour les aider, parce que c'est assez marrant, je trouve, mais de son point de vue, en fait, les Borg ont une sorte d'égalité dans leur système. C'est-à-dire que tous les Borg sont logés à la même enseigne, on s'occupe d'eux pour qu'ils soient pleinement opérationnels. Donc, pour elle, que les Vesh, par exemple, soient totalement maltraités et tout, pour elle, c'est pas normal parce qu'elle se dit, pour que vous fassiez correctement votre travail, il faudrait déjà qu'on vous donne de quoi faire et qu'on vous garde la nourriture. Voilà, de la nourriture, des matériaux, n'importe quoi, et qu'on fasse des horaires de travail acceptables. Voilà. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue-là, c'est assez logique en soi. C'est étrange. Elle rejoint peut-être effectivement un peu vite la fameuse rébellion parce qu'au final, c'est une réaction qui est très, très humaine. Mais encore une fois, elle est peut-être encore en combat intérieur par rapport à ça. Mais perso, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, elle fait surtout référence aux Borg
pour montrer qu'elle trouve inacceptable la situation, alors qu'à la fin, lorsqu'elle discute avec la reine des Khazars, enfin la personne qui dirige tout ça, elle affirme que le Voyager, au final, lui a apporté la libération par rapport au Borg, et au final, son avis change du tout au tout entre le début et la fin du comics. Et au final, on dirait que quelque part, pendant l'histoire, elle a fini par se dire, en fait, ce que j'ai vécu avec les Borg, c'est ce que vivent les Vesh en étant opprimés par les Khazars. Et en soi, c'était intéressant, mais ça aurait été mieux que ce soit un peu plus exploré, parce que c'est vraiment, on en parle vraiment très peu. On en parle au début, on en parle à la fin, et puis au milieu, il y a surtout des combats, des choses comme ça, et c'est pas ultra. On voit assez peu la transition de l'un à l'autre, en fait. Mais je trouvais l'idée intéressante qu'au début, elle fasse surtout référence au Borg, et qu'après, elle parle d'une manière un peu plus humaine, et qu'elle se rend compte que le Voyager lui avait au final offert un peu la liberté, quoi. Voilà, donc c'est pas ultra bien exploré, mais ça a le mérite d'être là, disons. Voilà. Et puis je trouve ça intéressant et assez logique d'avoir ce point de vue-là sur les Borg. C'est le fait que oui, ils ont commis des atrocités, oui, ils essaient d'assimiler des civilisations, mais il n'empêche que si tu fais partie du collectif Borg, l'égalité, elle est là, et on s'occupe de toi, on fait en sorte que tu sois fonctionnel et tout ça, et ouais, c'est un peu comme la fédération, quoi. Oui. On s'occupe de toi pour que tu sois fonctionnel, ni plus ni moins. Hein. Oui. Les loisirs, t'en as pas. Voilà. Mais quand t'es Borg, t'as pas besoin de loisirs, parce que t'as pas conscience de tout ça et de ce que ça implique, en fait. Non. Oui, et puis bon, ça va. Il y en a certains qui ont une matrice 0 là. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est bon, ils vont pas se plaindre. Non, c'est d'accord. Bien. Donc voilà. Non, après j'ai renoté que ça m'énervait parce que pourquoi est-ce qu'elle parlait pas, pourquoi est-ce que Janeway était pas plus interpellée que ça. Bon, bref. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la chef des Khazars insiste pour que ce soit Seven qui revienne une quatrième fois sur le vaisseau pour terminer les réparations. Ils sont vraiment très évasifs par rapport à ça, parce que au tout début du comics, la chef Khazar ne rend compte que Tuvok, Janeway et Seven, je crois, peut-être Wildman aussi. Ouais. Je crois qu'il y a Wildman aussi dans l'eau. Mais et en fait, elle leur explique que il faut qu'il n'y ait personne d'autre qui vienne sur le vaisseau, parce que c'est vu comme une sorte d'affront, en fait, et donc c'est une des 4 personnes qui l'ont rencontré en première qui doivent faire les réparations, et donc Seven est désigné, quoi. C'est un peu facile, je trouve. Voilà. Et bon, on va dire que l'explication est là, entre guillemets. On va dire que c'est quelque chose de. Ouais, c'est bon. Tu faisais une modification à Bellana pour qu'elle ressemble à Seven, et c'est marrant. C'est bon. Dans DS9, il se fait en son pingouin à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est vrai que c'est pas hors des compétences du docteur de faire ça. Donc, il y a un moment dans le comics où il reconstitue carrément le visage de Seven alors qu'il y a une bombe qui lui a explosé à la figure, mais ok. Ah oui, d'accord. Totalement, ouais. Et puis, mais par contre, oui, il faut absolument qu'elle garde son implant à l'œil gauche. Hein, mais bon, c'est comme ça. Et tout ça pour arriver à la fameuse phrase Liberation is paramount. Voilà, la liberté est primordiale. Mais ça m'a fait juste marrer parce que pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser absolument le mot paramount? Bon, je pense que c'est un gros clin d'œil, mais c'est rigolo, quoi. Mais voilà. Ça m'a fait un peu rigoler, c'est comme ça. En fait, ils veulent choix de mots surprenant. Ils veulent qu'on adhère à Paramount Plus, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, je sais même pas, je vois pas l'intérêt pour IDW de faire ça, mais je pense vraiment que c'était juste un clin d'œil assez rigolo. Mais bon. Ils ont un cahier des charges aussi, s'ils veulent garder les contrats, je pense. Hein. Oh non, je pense pas. C'est la première fois que je vois un clin d'œil aussi appuyé. J'ai jamais vu marqué CBS is life. Non, mais bon, bref. Non, mais ça m'a fait marrer. Bon, par contre, on finit un peu le comics sur un bon vieux je suis Spartacus, quoi, avec tout le monde qui se lève et qui dit je sais plus quoi. C'est un peu chiant, c'est un peu revu et mille fois. Ouais, c'est très convenu, en fait. C'est la plupart des twists de ce comic sont très prévisibles. C'est assez dommage. Je sais pas si on peut spoiler ou pas, mais. Ouais, si. Ok, donc dans la culture, en fait, donc des Ordinadars, ils ont donc cette fameuse figure mythique qui s'appelle le Dawnbringer, donc celui qui apporte le crépuscule, si je me trompe pas.
Et non, Dawn. Non, c'est l'aurore. L'aurore. C'est lui qui apporte l'aurore, donc c'est une figure, donc c'était un Khazar qui avait à un moment libéré les Vèches ou quelque chose de ce goût-là. C'était un héros en fait, et il est censé revenir à un moment. Et sauf que on se rend compte qu'au final, oh là là, mais en fait, ce fameux Dawnbreaker, en fait, c'était un Vèche. Waouh, quel twist. Et oui. voilà, c'était un peu convenu. Et à la fin, les Vèches qui se rebellent et qui disent en fait nous sommes tous le Dawnbringer, en fait c'était pareil, c'était un peu c'est un peu émouvant, mais c'est effectivement un peu vu et revu, et c'est dommage quoi. Surtout qu'on n'a pas appris vraiment à connaître les 3/4 des personnages qu'il y a dans le comics, Oui. les Vèches en fait, genre il y en a un qui est tout le temps là, mais au final on ne sait pas grand chose sur eux au final, enfin c'est assez dommage quoi que les personnes qui sont trop à l'histoire ne sont même pas explorées, et encore une fois c'est rushé en fait. Tu vois, limite, il aurait peut-être fallu utiliser une civilisation qu'on connaissait déjà. Bon, dans Voyager, c'était un peu compliqué, mais tu vois, ils auraient pu transposer la même histoire avec une espèce, j'ai pas d'idée, hein, mais une espèce qui existe réellement qui existe déjà, qui avait déjà été montré dans les séries télé, et peut-être qu'on aurait pu être un peu plus inspiré, un peu plus attaché. Mais bon, après, ça aurait été compliqué d'intégrer cette histoire d'histoire avec un grand H. Mais bon, bref, c'était peut-être pas une bonne idée. D'ailleurs, maintenant que je pense aussi, personnellement, il y a un détail qui m'a fait penser à Star Trek Discovery. C'est le fait que les Khazars ont une histoire similaire avec le peuple de Kaminar, où ils nous expliquent que il y a un moment, les Khazars étaient les proies, enfin c'était le peuple opprimé par les Vèches. Ouais, et au final, la situation s'est retournée à un moment. Et j'ai pensé direct à Kaminar, et je me suis demandé si c'était effectivement un clin d'œil ou s'ils avaient tenté quelque chose. Mais au final, c'est en fait tous les détails qu'on nous donne sur cette culture ont du mal à se lier entre eux, et au final ont assez peu d'importance. En fait, dans l'ensemble, tout ce qui est important, c'est que les Vèches sont opprimés, et voilà. En fait, c'est vraiment juste des petits détails qui sont mis comme ça pour te dire que les Vèches sont opprimés et que les Khazars sont des méchants, tout ça. Et au final, il n'y a pas de... J'ai du mal à voir réellement la réflexion globale qui réunissait tous ces éléments. C'est vraiment, vraiment dommage. Ouais, donc voilà, pour terminer, en gros, c'est une histoire un peu facile à lire, tranquille, mais voilà, on a cette impression un peu comme, j'en parlerai bientôt dans Star Trek pour les nuls, de Too Long Sacrifice, le dernier comic book sorti sur Deep Space Nine, mais c'est un peu un genre d'épisode filler, c'est-à-dire qu'il y a les enjeux sont pas incroyablement intéressants, c'est trop entre deux en fait, c'est un peu bizarre, et c'est voilà. Mais par contre, une fois de plus, la lecture se vaut rien que ne serait-ce que pour les images, quoi. Oui, effectivement, c'est très très beau en vrai. Ouais. Pour ma part, tu vois, c'est ce que je disais, 50 minutes d'enregistrement, hein. J'ai plus rien à dire sur ce moi comic non book. plus, pas grand chose de plus en vrai. J'ai pas de blague en stock, je suis désolé. C'est la dèche là. Franchement, Guillaume, on comptait sur toi. Hein. Pardon, excusez-moi, c'est pas la dèche, c'est la vèche. Oh là là. Je l'ai. C'est gentil de mentir, Margot. Allez, tu lâches, c'est bon, bye. Franchement, vous êtes pas sympa, vèche. J'ai pas la. Non mais j'ai transformé le wesh en vèche. Voilà, c'est. Ouais, d'accord. Oh la vèche. Ouais, si j'en arrive à devoir expliquer mes blagues, c'est qu'il y a vraiment un problème. Non mais voilà. Donc, je sais pas, Margot, t'as un dernier petit point à dire sur ce comics? Non, j'ai pas grand chose à ajouter, hormis que ça se lit, mais c'est certainement pas l'un des comics qu'on va le plus retenir, je pense, du lot. Easy Year 5, c'est bien. Ouais, mais ça, Year 5, je pense qu'on fera une émission. Je me demande si on va pas faire une émission pour chaque arc, ou une émission générale, parce que le problème, c'est que c'est une série ongoing, donc elle ne s'arrête pas. Là vient d'être publié le 3e tome, le 4e arrive dans quelques mois, je crois début mars. Et du coup, en fait, je sais pas trop à quel moment faire l'émission, mais par contre, peut-être qu'on fera Too Long Sacrifice
j'aimerais bien le faire. Ou alors peut-être pour revenir sur la KTL, Kitomer. Non, comment il s'appelle Si, le conflit Kitomer, ouais. Ouais, j'aimerais bien le faire celui-là parce que je l'avais lu et je l'avais trouvé intéressant sur certains aspects. Tu m'avais dit que c'était un des comics que tu avais le moins aimé de la KTL, le conflit Kitomer, justement. Moi, c'est mon préféré. Mais j'aurais aimé voir en film ou en épisode parce que j'aime énormément ce qui se passe dedans. Mais quand je réfléchis à mes souvenirs de la série de 2009, de cette série de comics, à part le tout premier numéro qui reprenait des numéros de la série originale avec le goût KTL, c'est le seul arc qui me revient en tête. Donc c'est que je me dis qu'il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. Moi, pour moi, c'est là où il y a les plus beaux dessins et pour moi. Visuellement, par contre, oui. Il déboîte et il reprend énormément, beaucoup de codes de couleurs de la KTL, je trouve. Mais vraiment pour moi le scénario, les rebondissements sont excellents. Bon, mais on verra, peut-être qu'on en reparlera un jour. Mais par contre après le Too Long Sacrifice, vu que c'est du Deep Space Nine, moi je suis chaud. Ouais. Tu l'as lu déjà ou pas encore? Pas du tout, tu viens de m'apprendre son existence. Mais moi je veux bien du DS9. Non, mais c'est nul. Chaud. Non, je déconne. Non, c'est pas nul. C'est un comic book qui a été écrit en hommage à René Auberjonois qui était décédé quelques semaines plus tôt, donc ils ont lancé ça comme un ultime hommage. C'est une enquête de Odo qui est bien écrite, mais qui est très ça reste une enquête de Odo, quoi. Ouais. Pas de podcast avant le podcast. Quand t'arriveras à bien prononcer tous les mots, tu pourras te permettre de faire Bien. Eh bien, merci à tous les deux pour cette participation. Merci Papacha sur le chat. Et voilà, je sais pas, on se retrouvera bientôt. Avant de reparler de comics, je pense qu'on pourrait se retrouver pour parler je sais pas, d'un épisode en particulier, d'un film ou d'un livre ou tout simplement d'un comics. On verra. Allez, à bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Je me suis heurté à un mur, je n'ai jamais été si mal, été si bas. Les larmes tombaient sur le sol, se déversaient sans mal. Sans mal, ils ont commis des crimes, laissé une mer amère de sang. Oh, que puis-je faire pour que tu changes? Je n'y peux rien ni changer. Je me prépare à la peine et je lâche prise. J'utilise tout mon courage pour m'en sortir. J'ai heurté un mur et je pensais me faire du mal. Je savais que tes mots auraient eu le pouvoir sur mon âme. J'ai senti la vie qui demandait, mais je frappe les murs, tous les murs, ils s'écoulent. Tu n'es qu'un jeu de plus où je suis le Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.